Donc, je le disais en introduction, vous êtes responsable de la transformation digitale. Peut-être reculez-vous un petit peu pour que l'écran et la lumière vous prennent bien, et notamment sur les sites connectés et éloignés de celui-là. Donc, je le disais, vous êtes responsable de la transformation digitale, branche exploration production de l'entreprise Total Energy. Parlez-nous de Total Energy et de l'IA dans vos activités. Idem, discussion à poursuivre tout à l'heure lors de notre table ronde. Ça devrait Bonjour à fonctionner. tous. Voilà. Donc, je vais vous expliquer très rapidement ce que les équipes de Total Energy font avec de l'intelligence assistée et plusieurs types d'intelligence assistée. Mais avant d'expliquer ce qu'elles font, il faut se poser la question de pourquoi on le fait. Et en fait, ça ramène à la question de l'éthique de l'entreprise. Quelle est la raison d'être d'une entreprise? Quelle est sa mission? Alors, Total Energy, c'est simple, sa raison d'être, c'est de produire des énergies. On a changé de nom récemment parce qu'on est lancé dans une transformation complète. Historiquement, on produisait du pétrole, puis on s'est mis à produire du gaz, et puis aujourd'hui, on produit des électrons, de plus en plus. Et en 2030, Total Energy, ce sera 25% de pétrole, 50% de gaz, ce qui est plus vertueux parce qu'il y a moins d'émissions, et puis 25% d'électrons. On est parti de zéro et on va monter à 25% en moins de 10 ans. Et puis nous, on rajoute deux adjectifs sur la production d'énergie. Alors, c'est des épithètes en anglais. On veut qu'elle soit affordable. Parce qu'en fait, on l'oublie complètement en Europe où on est saturé d'énergie bon marché. Mais moi, j'ai vécu et travaillé en Afrique, en Amérique du Sud et en Asie du Sud-Est. Là, vous touchez, vous voyez concrètement ce que c'est que des sociétés où une grande partie de la population n'a pas d'électricité, où il n'y a pas de chaîne du froid. Donc, il faut se rendre compte que le monde a besoin d'énergie et c'est une question de bien-être. Donc, on produit de l'énergie bon marché. Et puis, le deuxième épithète, c'est sustainable, parce qu'évidemment, il faut lutter contre le réchauffement climatique. Et donc, il faut réduire et il faut compenser et il faut éviter nos émissions de CO2. Donc, qu'est-ce que les intelligences augmentées vont apporter à nos équipes concrètement pour pouvoir remplir cette mission qui est de produire de l'énergie affordable et sustainable. Et c'est ce que je vais vous montrer sur cette planche qui vous montre les trois natures d'activité de la branche exploration-production. Alors en haut à gauche, c'est une activité de bureau d'études. On étudie le sous-sol pour voir où il y a du pétrole et du gaz et combien on peut récupérer. Et puis après, on définit l'architecture de nos développements. Combien de puits on va forer, qu'est-ce qu'on va construire comme installation. En haut à droite, c'est une activité de construction. On a des équipes qui construisent, qui forent des puits, qui vont construire. Alors, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en Ouganda, en mer du Nord, voilà, on construit vraiment des installations. Ça coûte des milliards de dollars, mais dans des endroits qui sont plus ou moins lointains. Et puis en bas, on a une troisième activité, une troisième nature d'activité, c'est des activités de production. Alors, c'est production et réduction de nos émissions. C'est aussi comment on opère nos champs. On a des équipes sur nos plateformes. Et puis, bien évidemment, vous pouvez imaginer toutes les questions de supply chain quand on travaille dans des pays lointains. Alors, quelques illustrations concrètes de ce qu'on fait avec des intelligences augmentées. Par exemple, il y a 3 ans, on a lancé une coopération avec Google. Pourquoi? Parce que Google, voilà, les pattern recognition, la voiture autonome, on s'est dit, ils sont très forts pour analyser des images. Nous, on a des ingénieurs qu'on appelle des géophysiciens qui interprètent des images. Peut-être qu'on va automatiser ça. Et alors, on avait naïvement l'idée d'aller vers le géophysicien autonome, c'est-à-dire en fait l'ordinateur qui fait tout le travail du géophysicien. Bon, au bout de 2 ans, on en a tiré quelque chose. On a maintenant on a mis en place du deep learning qui fait la partie la plus répétitive du travail des géophysiciens. Sur le forage, quand on fore un puits, alors c'est une activité qui est extrêmement dangereuse. Enfin, je pense qu'un certain nombre d'entre vous ont entendu parler de ce qui s'est passé en 2010 dans le golfe du Mexique quand il y a eu une catastrophe absolument épouvantable sur le puits de Macondo. Enfin, il y a eu
Il y a eu 11 morts, il y a eu une marée noire gigantesque. La compagnie qui a été impliquée, les conséquences ont été absolument désastreuses pour elle. Ben, avant cette catastrophe, il y avait des signaux faibles. Alors, traditionnellement, nous, on a des ingénieurs qui ont passé des années et des années sur des appareils de forage et qui ont l'expérience pour détecter ces signaux faibles. Alors, quand ils sont très bons, ben, ça se passe bien, on les détecte et ils prennent les bonnes réactions. On s'est posé la question, maintenant qu'on enregistre absolument toutes les données sur tous nos appareils de forage dans le monde entier, est-ce qu'on ne peut pas utiliser du machine learning finalement pour venir détecter ces signaux faibles et puis anticiper et prendre les bonnes mesures avant? Et donc on a des programmes aujourd'hui, on a des outils qui sont déployés sur nos rigs de forage de détection de signaux faibles. Et on évite comme ça, ou on prévient quelques heures à l'avance nos équipes en disant attention, vous allez avec un certain pourcentage d'occurrences rencontrer une situation à risque. Donc là, ça c'est sur la partie construction. Et puis sur les parties production, alors on fait de nouveau beaucoup de détection de signaux faibles, c'est tout ce qui est maintenance prédictive. Alors quelquefois on fait des prédictions un peu plus... c'est lié à des contextes locaux très compliqués. Alors, quand vous travaillez dans des pays d'Afrique, les douanes, c'est compliqué. Parce que les pays sont bureaucratiques, parce que pour des tas de raisons. Et donc, quand il nous manque une pièce et qu'on doit arrêter tout ou partie d'une installation, évidemment, les conséquences financières sont énormes. Donc, ce qu'on a fait, on a repris 10 années d'importation de pièces dans nos pays africains. Et puis alors là, on a fait du machine learning supervisé. Puis on s'est dit, finalement, avec combien de temps d'anticipation il faut commander les pièces? Tout ça, ce sont finalement des produits alors qui sont nés de l'identification de cas d'usage qu'on met à nos dispositions de nos équipes, aussi bien celles qui sont en bureau d'études que celles qui sont sur leurs appareils de forage en construction ou sur des chantiers, ou dans des bases opérationnelles, dans des bases logistiques partout au travers du monde, et qui nous permettent de gagner en efficacité. Alors ces gains d'efficacité, finalement, ils vont nous servir à quoi? Bon, il y a des produits qui servent directement à réduire les émissions, mais ça, on y reviendra après. Ces gains d'efficacité, finalement, qu'on obtient dans la branche exploration en production, c'est ce qui permet de financer le redéploiement de la compagnie vers la production d'électrons. La production d'électrons dont on a absolument besoin, alors l'éolien et le solaire pour la transition énergétique, aujourd'hui, elle est financée par les revenus de la branche exploration et production. Donc voilà, donc en fait, la finalité, c'est peut-être là l'éthique de l'IA. Ce qu'on fait concrètement pour nos équipes, c'est pour financer la transition énergétique. Merci beaucoup, Martin Sirot, de cette introduction à vos activités qu'on approfondira tout à l'heure sur la table ronde.